Le top de 19h, les infos du soir sur Radio Sénégal, Ibrahima Sadi. Bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, booster l'entrepreneuriat féminin, c'est l'objectif du plan d'action national d'autonomisation de la femme, un plan gestation qui a fait l'objet d'une rencontre de validation, son coût plus de 22 milliards de francs CFA. La diaspora sénégalaise a fait entrer plus de 1000 milliards de francs CFA dans le pays en 2015. Et comment utiliser cet argent pour des financements innovants pour le plan Sénégal émergent, entre autres questions au centre d'une réunion ad hoc des experts de la Commission économique pour l'Afrique. Des remous à l'hôpital de Saint-Louis, la direction et les syndicalistes sont à couteau tiré. À l'origine, la nomination d'une femme comme chef de service soins infirmiers, une nomination décriée par les syndicalistes qui parlent de favoritisme. Également au sommaire, la page des sports de Cheikh Tidiane Ndiaye, la rubrique politique du mardi et la revue de presse d'Elisabeth Agnès-Sarr. Modou Diop aux manettes. Un plan d'action national d'autonomisation de la femme est en cours. Une rencontre de validation du document s'est tenue ce mardi à Dakar à l'initiative du ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Le gouvernement du Sénégal entend ainsi aider à booster l'entrepreneuriat féminin pour le suivi et évaluation. Il s'agit d'un plan sur 3 ans qui va coûter plus de 22 milliards de francs CFA. Koumba Thiam Ngom, directrice de la famille, au micro d'Ao Diopkei. Nous sommes à 22 milliards pour ce plan d'action et des activités intéressantes vont être inscrites qui seront déroulées avec toutes les parties prenantes. Il y a aussi beaucoup d'activités de formation. Les femmes reçoivent des financements, mais quelquefois il y a des problèmes de gestion de ces financements, des problèmes de suivi, évaluation. Donc nous avons jugé nécessaire d'inscrire ces activités pour un bon accompagnement des femmes, afin que ces projets puissent générer des ressources qui seront bénéfiques pour les femmes et pour les familles. Dans ce plan également, il y a la mise en place d'un fonds et d'un centre, d'un fonds d'appui à l'autonomisation. Vous en pensez quoi? Ce sera mis en place? Vous allez le faire? Vous savez, quelquefois, les femmes ont besoin de subventions pour être accompagnées. Il ne faut pas seulement leur donner un financement, mais il faut aussi d'autres formes de financement sous forme de subventions pour les aider à réaliser quelque chose. Et aussi, après même que le financement soit épuisé, qu'il y ait des choses qui restent afin de les aider encore et encore à avoir des activités génératrices de revenus. Koumba Thiam Ngom, la directrice de la famille. Quel financement innovant pour la transformation structurelle des économies ouest-africaines? La question est au centre de la réunion ad hoc des experts de la Commission économique pour l'Afrique. Il en ressort que la diaspora sénégalaise a fait entrer en 2015 1000 milliards de francs CFA dans le pays, ce qui pourrait être utilisé comme financement innovant pour le plan Sénégal émergent. Khadifal Koulibaly. La réunion ad hoc du groupe d'experts de la Commission économique pour l'Afrique établit que les pays de l'Afrique de l'Ouest restent confrontés aux défis de la pauvreté, de l'inégalité, de l'accès à une éducation et aux services sociaux de base de qualité. Aussi, la CEA ouvre-t-elle d'autres perspectives pour des financements innovants pour la transformation structurelle des économies ouest-africaines? Ce que nous préconisons depuis quelques années, c'est que les pays s'attellent à trouver chez eux, en eux-mêmes, les ressources nécessaires à booster leur croissance. Karima Bounemra, de la Commission économique pour l'Afrique. La mobilisation des ressources domestiques par une révision de la fiscalité, comment impliquer de manière plus productive la diaspora, qui est très forte et qui draine beaucoup de sources de financement, drainent des sources de financement qui vont essentiellement dans la consommation. C'est bien, mais il faut également arriver à s'organiser pour que les transferts de la diaspora d'abord coûtent moins cher à cette diaspora et ensuite qu'ils soient aussi encouragés à investir et à être plus présents dans le domaine productif. Au Sénégal, le transfert des migrants est estimé à 1000 milliards de francs CFA, une manne qui pourrait être utilisée comme financement innovant du PSE. Et ces 1000 milliards contribuent effectivement au développement de notre pays. Le directeur général de la planification et des politiques économiques, Pierre Ndiaye. Parce que ces ressources sont destinées certes à financer une partie des besoins courants des ménages, à améliorer l'accès aux services sociaux de base, mais aussi à des infrastructures dans certaines zones. Donc il y a toute une politique au niveau du Sénégal, effectivement, pour mieux canaliser ces ressources, pour effectivement augmenter le rendement et faire davantage de développement avec l'apport de ces migrants. Une des particularités du financement innovant est d'introduire de nouvelles approches et de nouveaux produits pour résoudre des problèmes et d'inclure de nouveaux investisseurs ou de nouvelles sources de capitaux.
La Fédération des organisations non gouvernementales du Sénégal est à la recherche de solutions durables pour résoudre la problématique du financement rural. C'est pour mieux promouvoir les exploitations familiales et leur permettre de construire une économie viable. Ainsi donc, la FONGE a réuni à Thiès tous ses membres et partenaires pour réfléchir sur la question. Le financement rural, une préoccupation de la FONGS, la Fédération des organisations non gouvernementales du Sénégal, qui s'active depuis plusieurs années pour la promotion de l'agriculture familiale, travaille sur les mécanismes de financement de proximité et adaptés pour répondre aux besoins de crédit des exploitations familiales. Nazirou Sall, secrétaire général de la FONGS. Le financement est caractérisé par si je suis dans l'agriculture, par la campagne agricole, par les investissements, autre chose. Nous, ce que nous avons invité les gens, c'est de dire quels sont les outils adaptés au financement de l'investissement de l'exploitation familiale. Ça a trait à trouver du matériel agricole, à faire des aménagements. C'est-à-dire des financements qui permettent globalement, dans un temps, l'exploitation de se moderniser, de se transformer, de créer des richesses attractives en milieu rural. Et ça, on n'y arrive pas s'il n'y a pas un financement de l'investissement. La FONGS a déjà expérimenté le faire. C'est le Fonds d'appui aux initiatives rurales qui vise à contribuer à la problématique du financement du monde rural. Mais il reste beaucoup à faire, d'où la nécessité pour la FONGS d'établir une nouvelle feuille de route. Nazirou Sall. Ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est de restituer la pratique de la FONGS dans ce sens. Qu'est-ce qu'elle a eu à faire avec les mutuelles, les initiatives de ces associations, tout ce que nous avons eu comme combat dans ces 10 ans passés, dans ce sens. Avec les nouvelles stratégies qui seront développées pour faciliter l'accès des financements aux exploitations familiales, la FONGS va aider à l'augmentation de revenus basés sur une agriculture productive et viable. Aminata Dié, Thiès, RTS. Faciliter l'accès à l'eau et développer la production agricole des populations démunies dans les communautés de base, c'est tout le sens du programme d'amélioration de l'accès à l'eau potable et de renforcement de la sécurité alimentaire. Ce programme, financé à hauteur de 250 millions de francs CFA par Philippe Maurice en partenariat avec Caritas, va bénéficier au Sénégal, au Mali et au Burkina Faso. Il a été lancé ce matin ici à Dakar, nous dit Jamila Esther Sandrine Colli. Depuis 2014, Philippe Maurice International reste fidèle à sa mission d'investir dans la communauté. Aujourd'hui, la société qui vise le mieux-être des populations en termes de santé, d'éducation, entre autres, répond à un besoin crucial, l'accès à l'eau potable, gage d'une sécurité alimentaire. Son directeur de l'Afrique de l'Ouest, Philippe Gilles. En Afrique de l'Ouest, il est estimé que 30% de la population rurale n'a pas accès à l'eau potable. Et c'est pour cette raison que nous souhaitons contribuer à l'effort national au Sénégal, au Mali et au Burkina Faso. 250 millions ont été investis dans le programme d'amélioration de l'accès à l'eau et de renforcement de la sécurité alimentaire, ou Waterfall. Pour le Sénégal, la région de Fatick est la seule bénéficiaire du projet. Il s'agira de développer la production agricole avec la mise en place d'ouvrages hydrauliques et d'une unité de production maraîchère, entre autres activités. Le coordonnateur du programme, secrétaire général de Caritas Sénégal, Abbé Alphonse Seck. Ce programme qui permet à des populations essentiellement de la zone rurale d'accéder à l'eau et à l'assainissement. Le montant réservé au Sénégal, c'est 50 millions et quelques. Le Burkina, c'est autour de 80 millions. Le Mali, autour de 80 millions. La région bénéficiaire est la région de Fatick. Pour la mise en œuvre du programme Waterfall, destiné aux populations démunies de 25 communes à travers le Sahel, soit 10 720 personnes, Caritas Sénégal a déjà lancé une campagne de sensibilisation à Fatick. 19h passées de 9 minutes, vous suivez les informations sur Radio Sénégal. Rien ne va plus à l'hôpital régional de Saint-Louis entre la direction et les syndicats maison. Depuis la semaine dernière, les syndicats ont tenu plusieurs sit-ins à l'origine du différend. La nomination d'un chef de service soins infirmiers, les syndicalistes accusent le directeur de népotisme et de favoritisme, Thierno Diallo. L'état de grâce semble terminé pour le nouveau directeur de l'hôpital. Depuis vendredi, les syndicalistes organisent sit-in sur sit-in. Ils accusent Dr Ousmane Gueye d'avoir doublé sa prime de responsabilité, d'avoir augmenté les tarifs d'entrée et de n'avoir versé aucun sou à la caisse de sécurité sociale et à l'IPRES depuis son installation il
il y a de cela 9 mois. Mais la goutte d'eau qui a fait déborder le vase est sans doute la nomination d'un nouveau chef de soins infirmiers. Une dame a été choisie à la place d'un de leurs collègues syndicalistes, Abdoul Nongo, secrétaire général de la sous-section Sud-Sas de l'hôpital. Il y a 2 candidats. À partir du moment où, malgré votre pouvoir discrétionnaire, vous acceptez d'organiser une compétition, il faudrait qu'à l'issue de la compétition, qu'on choisisse le meilleur. Et le meilleur n'a pas été choisi. Aujourd'hui, justement, on est en train de nous battre contre cette injustice-là. Le directeur de l'hôpital estime pour sa part qu'il n'y a pas photo entre la dame et son concurrent, soit-il syndicaliste. Dr Ousmane Gueye croit avoir beaucoup fait depuis son arrivée. Cette dame, elle est technicienne supérieure en santé avec option enseignement-administration. Le concurrent est technicien supérieur en santé biologiste. Il n'y a pas photo. Donc la dame a été nommée. Malheureusement, comme de coutume, particulièrement à l'hôpital de Saint-Louis, si un poste est vacant, si ces groupes-là ne se voient pas dans ce poste, inéluctablement, c'est des difficultés, c'est des sittings. C'est donc parti pour les remous à l'hôpital régional de Saint-Louis qui, en 4 ans, a connu 5 directeurs. Thierno Diallo, Saint-Louis, RTS. Toujours dans la capitale du Nord, le grand cadre des syndicats d'enseignants exige encore une fois du gouvernement de respecter ses engagements. Selon son vice-coordonnateur, c'est le seul moyen d'éviter d'autres perturbations durant l'année scolaire. Ibrahim Tchandoum, interrogé par Seydou Nourou-Gissé. Je suis là aujourd'hui pour vous parler du protocole d'accord que le gouvernement avait signé avec l'ensemble des syndicats. Ce protocole comporte comme premier point les lenteurs dans la délivrance des actes de la fonction publique, les mises en solde, le paiement des rappels, la formation des IA, les instituteurs adjoints et la formation des diplômés spéciaux, le régime indemnitaire, la gestion démocratique du personnel, les commissions administratives paritaires. C'est la raison pour laquelle on avait déposé un préavis de grève le 8 janvier 2016 qui est entré en expiration le 8 février 2016. Le grand cadre dont Mamadou Lamine Dianté est le secrétaire général était parti en débrayage le 17 février 2016, suivi d'une grève totale le 18 février 2016. Mais je tiens à rappeler aux populations que nous sommes des enseignants, nous sommes là pour enseigner. Notre vœu, c'est de respecter l'engagement qui nous lie avec l'État, c'est-à-dire c'est l'enseignement. Mais cependant, nous demandons à cette population de dire au gouvernement aussi d'essayer de respecter le protocole d'accord. Sinon, les grèves vont se poursuivre et il y aura beaucoup de conséquences. Voilà Ibrahim Tchandoum du grand cadre des syndicats d'enseignants du Sénégal. Le jury du concours 2013 des élèves maîtres a confirmé la radiation après avis contraire de la Cour suprême. Les 690 élèves maîtres peuvent cependant saisir le juge à nouveau après cette nouvelle délibération pour excès de pouvoir. Écoutons à ce propos les explications du docteur Khali Kamara, spécialiste en droit public à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, au téléphone d'Aboubakri Diakou. L'autorité administrative peut à nouveau saisir le jury de délibération et le jury peut délibérer à nouveau. Le jury peut délibérer parce que c'est la souveraineté du jury qui fait que le juge ne peut pas faire un contrôle étendu par rapport à la délibération de ce jury-là. Comment se fait-il que depuis 2013, on ait attendu d'abord l'inspection des affaires administratives et financières qui révèle aujourd'hui que les notes avaient été gonflées, mais depuis lors, ils sont en formation, ces élèves maîtres. Et ailleurs, il y aura même une différence. Il y a ce qu'on appelle un conseil de discipline qui doit vérifier véritablement est-ce qu'il y a des fraudes ou il n'y a pas de fraude. Mais ici, c'est le ministère, pratiquement tout est concentré, le concours, tout est concentré au niveau du ministère. C'est ce qui a précipité le ministre à prendre une quelconque décision. Maintenant, la délibération qui a été retenue, fondamentalement, ne donne pas un droit acquis aux candidats qui étaient préalablement déclarés admis. Parce qu'au cas où on va encore rectifier, parmi de ces candidats déclarés fraudeurs, il peut y avoir des admis, et du coup, on peut faire une nouvelle délibération sur le concours. Si on est, par exemple, on essaie de voir un peu la jurisprudence française, il bénéficie de ce qu'on appelle le droit acquis. Parce que même en France maintenant, le juge n'annule pas pratiquement ce qu'on appelle les nominations. Le juge annule le concours en se fondant sur la situation individuelle du candidat. C'est qu'en matière de concours, le jury est un organe impartial, un organe indépendant et souverain. La nouvelle délibération aussi peut être attaquée par les élèves maîtres. Ils peuvent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Ils peuvent véritablement saisir le juge de l'excès de pouvoir. Ils peuvent saisir la Cour suprême. Voilà, docteur Khali Kamara, spécialiste en droit public à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, au téléphone d'Aboubakri Diakou. En plus bref, le Niger s'achemine tout droit vers un contentieux post-électoral. En effet, l'opposition rejette d'ores et déjà les résultats de la présidentielle annoncés sur la télévision d'État. Les premières tendances mettent en tête le président sortant, Mohamedou Issoufou.
Le Nigeria voisin, premier producteur africain de pétrole, cherche à arrêter la dégringolade des prix du baril. Son président, Mohamedou Buhari, s'est entretenu ce mardi à Riyad avec le roi Salman d'Arabie Saoudite. Les deux dirigeants ont discuté des moyens de stabiliser les prix du pétrole, principale source de revenus du Nigeria. Espoir de décrispation au Burundi, le secrétaire général de l'ONU, qui a rencontré aujourd'hui le président Pierre Nkurunziza, a déclaré que ce dernier est prêt à ouvrir un dialogue inclusif avec l'opposition. Au même moment, à Bujumbura, plusieurs grenades ont explosé sans faire de victimes. Après le Burundi, Ban Ki-moon est en République démocratique du Congo. Enfin, le gouvernement syrien déclare accepter la proposition russo-américaine d'un cessez-le-feu à partir de samedi minuit. Toutefois, Damas assure qu'il va continuer à combattre les groupes terroristes comme Al-Nosra, la branche syrienne d'Al-Qaïda ou encore le groupe État islamique d'Abou Bakr al-Baghdadi. Le sport, c'est avec notre ami Cheikh Tidiane Ndiaye. Bonsoir. Bonsoir Ibrahima Sadi. On démarre par le football. Avec bien sûr au Sénégal, le coach du Stade de Mbour, Al-Ousseynou Sène, qui vient d'être limogé. Motif comportement belliqueux à l'égard des supporters. Notez que le Stade de Mbour est pourtant 3e avec 18 points, le même nombre de points que le leader El Hadji Ndiaye. C'est une première, ou en tout cas un fait qui ne court pas les stades. Renvoyer un entraîneur, pas pour défaut de résultat, mais pour comportement belliqueux à l'égard des supporters. Al-Ousseynou Sène ne nous démentira pas, lui qui a été remercié ce lundi par le bureau du Stade de Mbour pour comportement belliqueux à l'égard des supporters. Depuis quelques semaines, on a noté un climat délétère entre Al-Ousseynou Sène et les supporters du club qui ont contesté ses choix lors des 2 dernières journées en particulier, choix qui ont fait que l'équipe n'a pu empocher qu'un seul point sur 6 lors des dernières journées. C'est Alioune Badara Sendouta qui retrouve les commandes, lui qui a été un éternel second au Stade de Mbour d'abord, ensuite au Touré-Kunda et à Mbour Petite Côte. Il a évolué comme joueur au Stade de Mbour et à la Linière de Saint-Louis et a de bonnes dispositions pour aller au-delà du maintien du club en Ligue 1 professionnelle. El Hadji Ndiaye Mbour, RTS. El Hadji Ndiaye, nous restons à Thiès pour parler de l'hommage à Bouba Diakhao, le prince de Thiali, qui se prépare. Prévu donc les 15, 16 et 17 avril prochains, un sargal à ancienne gloire du football thiessois. Il s'agit à travers ce héros de revisiter le passé des joueurs et autres glorieux clubs de la capitale du rail qui ont écrit leurs lettres de noblesse dans l'histoire du football sénégalais. Mohamed Fadel Fall, président des anciennes gloires de Thiès, est interrogé par Bassirou Silla. Quand disons Sargal Bouba Diakhao, le sargal s'adresse à l'ensemble des anciens. Ceux qui se souviennent et qui jouent constamment à Magnan Soumaré, les 3/4 ne connaissent pas qui est Magnan Soumaré. Nous avons eu la chance, nous, de côtoyer Magnan Soumaré. Nous avons la chance également de côtoyer Yadmou Diouf. Donc ces anciens-là, qui en leur nom, Bouba Diakhao sera honoré, nous les associons également à l'événement. Au nom de qui également, nous sommes heureux de penser à l'ancien, pour que l'événement puisse heurter les consciences et faire en sorte que jamais ou plus jamais, on oublie un ancien qui a œuvré pour que quelque part, dans tous les domaines, le Sénégal brille et continue de briller. L'événement que nous l'organisons à Thiès pour les 15 et 16 avril, mais c'est l'ensemble des anciennes gloires du Sénégal qui, en fait, ont donné leur aval. Dakar est déjà informé, est au courant. Bouba Diakhao, d'abord, est un ancien. Il est représentatif de tous les anciens. Moi, j'ai fait l'équipe nationale avec lui en 62. J'ai joué les Jeux de l'amitié quand nous gagnons la médaille d'or. J'ai joué avec lui aux 2 finales du COT. J'ai également accompagné Bouba Diakhao un peu partout en Afrique. Et partout où nous avons été, les anciens, ceux qui m'ont devancé, étaient accrochés à Bouba Diakhao parce qu'ils se connaissaient. C'est le sens de l'orientation pour que ce sargal-là puisse toucher l'ensemble des anciens, même s'ils ne sont pas présents. Et puis notez les 2 grosses affiches qui sont au programme des 8e de finale aller de la Ligue européenne des champions ce soir. L'affiche la plus attendue sera naturellement Arsenal FC Barcelone, détenteur du trophée. Lionel Messi, Suarez et Neymar sont attendus face aux coéquipiers de Ozil. Le spectacle devrait être au rendez-vous car les 2 équipes sont réputées joueuses. Et puis les 2 autres géants européens, la Juventus de Turin d'Italie qui accueille Bayern Munich d'Allemagne,
Le match est programmé tout à l'heure à 19h45. Et puis élection à la présidence de la FIFA, le prince Ali de Jordanie veut un report du scrutin prévu vendredi. L'un des 5 candidats retenus a déclaré avoir saisi le tribunal arbitral du sport hier. Selon ses avocats, ce recours fait suite au refus de la FIFA de mettre en place des isoloirs transparents lors du vote. Cette requête avait fait l'objet d'une première saisine du TAS par le Jordanien hier lundi. Le TAS a promis de rendre son verdict jeudi matin, la veille du Congrès. Autre candidat contestataire, Jérôme Champagne, qui d'ailleurs lui soutient Ali de Jordanie, le français, a lui dénoncé le grand nombre d'observateurs de l'UEFA et de la Confédération asiatique représentant de ses rivaux et accrédité pour le congrès électif de vendredi. Nous terminons par du basketball avec le 6e tour du National 1 garçon qui démarre demain mercredi. Un choc entre étudiants. Duc IGB de Saint-Louis, le leader qui reçoit sa dauphine à Marius Ndiaye, sera à partir de 20h. Un match intéressant en perspective puisqu'un seul point sépare ces deux équipes au classement de la poule A. En levée de rideau, notez le match Union Sportive de Ouakam 5e qui accueille Louga Basket Club 4e. Ce sera à partir de 18h30. Et dans la salle, Serigne Marius Ndiaye. Serigne Marius Ndiaye, bien évidemment. Voilà, merci Cheikh Tidiane Ndiaye. Nous en arrivons à notre dossier politique du mardi qui s'intéresse à ce qui se passe à Ziguinchor où depuis quelques semaines la commune est en chantier, objectif rendre à la ville sa mobilité par une reprise complète des axes routiers seulement, c'est sans compter avec les politiques. Au niveau de l'Union des centristes du Sénégal, le parti d'Abdoulaye Baldé, on réclame la paternité des travaux, ce que les partisans du pouvoir, à savoir l'APR, récusent. Suivons ce dossier politique de Sader Samb. En 1956, à nos jours, 5 maires se sont succédés à la tête de la mairie de Ziguinchor. D'abord Jules Charles Bernard, ensuite Antoine Etienne Carvalho, puis Mamoudou Abdoulaye Sy, et de 1985 à 2009 arrive Robert Sagnan du Parti Socialiste, et enfin de 2009 à nos jours Abdoulaye Baldé, qui réalise pourtant son premier mandat sous les couleurs du Parti démocratique sénégalais au pouvoir et aujourd'hui dirige la commune au nom de son propre parti, UCS, dans l'opposition. Certains Ziguinchorois qui de nos jours vivent dans l'une des villes les plus mal éclairées du Sénégal, malgré les efforts consentis dans le passé, une ville, il faut le dire, qui aujourd'hui fait peau neuve avec la réhabilitation des principaux axes routiers du centre-ville. Les Ziguinchorois donc ont eu jusque-là l'impression de revivre un déjà-vu. Il s'agit bien sûr d'un maire opposant pour reprendre les propos. Papo Moné, journaliste à GMS, groupe Média du Sud, est témoin de l'histoire. Ça c'est un constat que nous avons fait malheureusement. Vous prenez l'exemple de Ziguinchor. De 2000 à 2006, en 16 ans, Ziguinchor a été dans l'opposition pendant 13 ans. Et les conséquences sont visibles. Aujourd'hui, Ziguinchor est l'une des villes les plus hideuses de ce pays-là. Parce que, ayant souffert justement de son choix politique, un choix politique guidé quelquefois par des raisons que nous-mêmes on ne connaît pas. On se rappelle, l'actuel maire de Ziguinchor avait pendant longtemps surfé justement sur cette problématique-là en demandant aux populations de tout faire pour ne pas donner la ville à l'opposition. Les populations l'ont suivi, bien évidemment. Mais malheureusement, quelques années après, lui-même, il s'est retrouvé dans cette situation. Malheureusement, les conséquences sont là. Cette ville aujourd'hui est en train de battre de l'aile à tout point de vue économique, culturel même. Un sentiment que ne partagent pas les alliés de Baldé. Famara Djadjou est l'un des responsables de la jeunesse UCS. Ils ont toujours dit que c'est un maire de l'opposition. Il ne peut pas continuer à faire les réalisations. Mais vous n'êtes pas sans savoir que là où nous sommes, la ville est en train d'être refaite. C'est l'État. Bon, les gens disent c'est l'État, mais ça ne peut pas être l'État. Parce que ces routes-là, ce ne sont pas des routes de l'État. Ce sont des avenants de la RN6 que Baldé même avait négocié depuis 2011. Donc pour cela, le débat ne se pose pas. Ce ne sont pas des routes de l'État et les gens le savent à Ziguinchor. La RN6, les Américains ont demandé à notre maire actuel que si vraiment la RN6 devait entrer dans la commune, quelles sont les routes que lui, il aurait préféré que ça soit refait. C'est lui qui a indiqué ces routes-là. Du côté de la PR au pouvoir, on conteste et se porte en faux par rapport à ses propos. Mamoudou Faye, coordinateur du réseau des enseignants apéristes. Ils sont en campagne flagrante de désinformation. La mairie de Ziguinchor n'a même pas un copec dans ces travaux qui sont en train de se réaliser et qui sont dirigés par l'AGERO. L'État du Sénégal a un fonds qu'on appelle le fonds FERA, le fonds d'entretien routier autonome, qui est voté chaque année et qui est plus exclusivement dans le budget national, qui alimente un programme qu'on appelle le PERA, programme d'entretien routier annuel. C'est ce programme-là qui a permis dans toutes les villes du Sénégal, soit accepter une, de pouvoir
pouvoir entretenir les routes. Et c'est ce qui a permis aujourd'hui de faire les différents axes au niveau de Ziguinchor. Interpellé en vue d'apporter la lumière sur le sujet, l'AGEROUTE, en charge de la réhabilitation de ces routes, confirme que ces travaux qui relèvent d'un programme de mobilité urbaine sont entièrement financés par l'État du Sénégal avec un financement estimé à presque 1 milliard de francs CFA, 974 186 019 francs CFA exactement. Au moment où les partis dits de gauche ont du mal à sortir de leur léthargie et que les nouveaux partis à l'image du Parti pour la synergie républicaine commencent à installer leur base, en attendant aussi que les leaders politiques de l'APR au niveau local se décident à œuvrer ensemble en mettant un terme à une rivalité devenue sacrée et polichinelle et qui gèle toutes leurs chances, ou que le parti du maire de Ziguinchor UCS accède au pouvoir, les Ziguinchorois espèrent donc en tout cas ne pas avoir à payer le prix d'ambition personnelle fait de calculs politiques et politiciens au détriment des populations prises en otage et qui en souffrent souvent. Ziguinchor pour Radio Sénégal, ça ressemble. La dernière note de cette édition, c'est la revue de presse d'Elisabeth Agnessa. La bataille autour du référendum du 20 mars prochain s'intensifie. Sud Quotidien révèle ce matin qu'un large front du refus est en gestation contre ce référendum. En effet, selon le quotidien du groupe Sud Communication, les responsables du PDS, de l'UCS, de Réumi, de la RADO, pour ne citer que cela, ont répondu hier massivement à l'appel du coordonnateur du FPDR. Ainsi poursuit le populaire ce large front opposition société civile qui a vu le jour à la suite de la décision du chef de l'État de poursuivre son mandat en cours jusqu'en 2019. S'est donné rendez-vous jeudi prochain pour donner sa position officielle par rapport au référendum. Ce qui fait dire à l'Obs que l'opposition et la société civile n'arrivent toujours pas à s'accorder sur la stratégie à dérouler pour contrer le président Macky Sall. Mais si l'opposition hésite entre un boycott ou un non, souligne ce matin la Tribune, le pouvoir lui est en campagne avec Moustapha Diop qui appelle à voter massivement oui le 20 mars prochain, et les femmes de la coalition Macky 2012 se sont érigées en bouclier face aux attaques contre leur leader. Et poursuit Direct Info, l'APR du président de la République vont en direction de ce référendum relever le défi de la participation et obtenir un score exceptionnel en faveur du oui. Mais relève ce matin Walf Quotidien, au regard des appels au non, il est très peu probable que le président Macky Sall s'en sorte avec succès, parce que souligne le quotidien du groupe Walfadjri, opposition comme société civile estime que le référendum est vidé de son sens et renchérit la décision du chef de l'État de revenir sur sa promesse de faire 5 ans sur avis du Conseil constitutionnel a réussi à fédérer l'opposition et la société civile contre ce qu'elle qualifie de wax-waxeet. Direct Info se demande ainsi à sa une si Macky Sall pourra tenir, puisque fait remarquer Daw Thiaw, le président semble seul contre tous avec un amas de front, ce qui fait dire au quotidien que ce référendum est parti pour être plus ou autant important qu'une présidentielle, parce que fait remarquer mon confrère Ahmad Khan a passé l'émotion du non-respect de la parole donnée. La victoire du oui va consacrer le retour du quinquennat, mais seulement à partir de 2019, et le non signifiera qu'en plus des 14 autres points, il faudra enterrer aussi le retour du quinquennat. Ainsi, Macky Sall fera en plus de ses 7 ans un autre septennat s'il est réélu avec ce titre. Le non, 3 points de suspension sens. Pour l'enquête, une chose semble sûre, le président Macky Sall a dribblé Idrissa Seck, Pape Diop, Abdoulaye Baldé et Malick Gakou en convoquant cette présidentielle en 2019. Parce que poursuit l'enquête, ses adversaires politiques étaient déjà en pré-campagne pour 2017 avec idée qui sur les traces de Macky Sall et à l'assaut du monde rural, et Gakou entre massification et démantèlement à des bases de l'AFP. Quoi qu'il en soit, fait remarquer Birima de la Tribune, le combat entre partisans du oui et du non sera âpre. Et ce sont les citoyens qui risquent de se perdre dans les petites considérations des uns et des autres. Sambalar du populaire se demande alors si les pauvres gorgorlous vont aller perdre leur temps à écouter les politicards alors que les urgences brûlent toutes les maisons. Et c'est loin d'un boycott, se défend le commentateur du populaire qui conclut qu'on pouvait nous épargner tout ce folklore républicain en utilisant d'autres raccourcis. Et ainsi, selon toujours Sambalar, les 2 milliards et poussières prévus pour le référendum auraient pu servir à soulager quelques pauvres
pauvres citoyens. Le Sénégal cité un exemple par Christine Lagarde, lit-on ce matin à la une du Soleil. En effet, selon l'Astre national, la directrice générale du FMI, parlant de l'assistance technique de sa structure, révèle qu'elle a permis à des pays comme le Sénégal d'augmenter fortement le nombre de contribuables assujettis à la TVA et de faire progresser la perception de l'impôt. C'était poursuit Libération au premier forum arabe sur la politique budgétaire et la croissance tenu à Abu Dhabi. Lagarde, selon le journal, a tout simplement couronné le président Macky Sall devant tous les ministres des Finances des pays arabes. Voilà, ainsi se referme cette édition mise en onde par Modou Diop, assisté de Thiaba Sek, à la réalisation André Noël Tchandoum, Papa Malino, Ibrahim Khalil Goudabi, coordination François Xavier Thiaw. Bonne suite des programmes sur Radio Sénégal.